Merci beaucoup d'être présent avec nous cet après-midi. Merci à la Maison des Métallos de nous accueillir, d'accueillir cette session de clôture de l'Université populaire, qui est un cycle de conférences qu'organise l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Et donc nous sommes ravis également de cette collaboration avec la Maison des Métallos et ravis du coup que cette séance se passe dans ce lieu, avec un public aussi plus large que le public de l'IREMO dans le cadre de cette Université populaire. L'Université populaire, c'est un cycle d'une dizaine de conférences sur un thème qui est choisi en début d'année. Et donc, le thème de cet après-midi sur la Palestine clôture ce cycle de séances sur cette université populaire. Et je vous annonce d'ores et déjà que le cycle pour la rentrée prochaine, commence fin septembre, début octobre, a déjà été déterminé. Et le cycle de l'année prochaine sera sur l'histoire méditerranéenne de la France. Donc, pour ceux que ça intéresse, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Et donc, pour ceux qui ont envie de s'inscrire et de venir, ça se déroule un samedi par mois, toute la journée. Et donc, ça vous permettra d'aborder ce thème de cette histoire méditerranéenne de la France, parce que nous pensons que c'est un thème qui, évidemment, est très intéressant pour tous, suivant les approches que l'on a les uns et les autres et les intérêts que l'on peut avoir. Donc, cet après-midi, nous avons 2 tables rondes qui sont organisées. La première que je vais animer, la deuxième qui sera animée par Giovanna, qui est aussi membre de l'IREMO et qui est ici présente. Et donc, nous vous souhaitons de très bons débats et je vais d'ores et déjà rejoindre mon siège pour m'occuper de cette première table ronde. Et donc, ça va durer jusqu'à 15h45. Il y aura donc un quart d'heure de pause. Et là, je vais être très rigoureuse sur les horaires pour que la deuxième table ronde commence véritablement à 16h. Et Jean-Paul Chagnolot, le président du l'IREMO, sera là pour les mots de conclusion de cette université populaire et de cette séance de l'après-midi sur la Palestine. Un dernier petit mot, parce que je voulais remercier Aude Tepeny, qui est la femme de l'ombre avec qui on a organisé, de l'IREMO, avec qui on a organisé ça, avec beaucoup de fluidité et de plaisir. Voilà. Bon après-midi. Merci. Donc, comme je vous le disais à l'instant, nous allons aborder cette dernière séance, la séance de clôture de notre université populaire, dont le thème cette année était paix et guerre au Moyen-Orient. Et donc, la séance de cet après-midi est consacrée à la Palestine, que nous avons intitulée Palestine, retour sur l'histoire. Pour cet après-midi que nous pensons riche, puisque la deuxième table ronde, elle, va être consacrée sur un questionnement sur la solution à 2 États. Donc nous sommes évidemment en plein dans une actualité difficile, lourde et parfois assez compliquée même à comprendre pour savoir où en sont les différents acteurs. Nous avons décidé de consacrer la première table ronde cet après-midi à l'histoire, parce que l'histoire évidemment est indispensable pour pouvoir aborder la question après de la solution à 2 États. Je pense que ça ne nous a pas échappé que nous sommes dans une année particulière, une année qui termine par un 7, et l'histoire de la Palestine est jalonnée de dates qui se terminent par un 7. Si on commence par le premier congrès sioniste de Bâle en 1897, pour parler à la déclaration Balfour de novembre 1917, pour arriver au plan de partage de 1947, la guerre des 6 jours de 67 et le lancement de la première intifada en 1987. Donc en 2017, nous devions évidemment aussi de faire le point et de travailler, de réfléchir sur ce sujet. Comme le temps est compté, je m'arrête là, moi, mais je vais tout de suite donner la parole à la première intervention, qui est l'intervention de Dima El Sajdeya, qui est doctorante, qui est membre de l'IREMO également, qui est doctorante à l'Université Paris II Panthéon-Assas et qui est associée à la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Et Dima va nous parler des mythes de la guerre de 1948. Alors vous verrez que cet après-midi, nous n'allons pas couvrir toute l'histoire de la Palestine à partir de 1948, ce serait beaucoup trop ambitieux et nous n'avons pas le temps de le faire, mais nous avons choisi quelques dates, quelques moments à partir desquels nous pouvons réfléchir et nous pouvons avoir ce questionnement. Donc je donne la parole à Dima pour 15 minutes maximum et je serai draconienne sur les horaires pour qu'on puisse tenir le temps. L'idée, c'est que chaque intervenant va parler un quart d'heure et après, nous aurons un échange avec vous dans la salle, bien évidemment. C'est à toi, Dima. Merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présents et présentes aussi nombreux et nombreuses.
Merci à l'Erimo et à la Maison des Métallos. Je ne peux pas m'empêcher de remercier l'équipe de l'Erimo ainsi que la Maison des Métallos pour l'organisation de cet événement. C'est vrai que c'était difficile de choisir un point dans l'histoire de la Palestine pour parler, pour approfondir, surtout que nous savons très bien que l'histoire de la Palestine est très très chargée. Pour ma part, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la mythologie de la guerre de 48, peut-être m'étendre un peu sur la période de 47-49, parce qu'elle est considérée quand même comme une période très importante dans l'histoire de la Palestine. En effet, une mémoire remplie de mythes ne fait que contribuer à légitimer celui qui l'a créé, ça on le sait très bien. Ça sert également à prouver une certaine supériorité d'un protagoniste sur son adversaire, mais les mythes fondateurs d'un État contribuent également à la mobilisation identitaire qui rassemble et forge une mémoire collective. Dans le cas de la guerre de 48, le récit du vainqueur a occulté celui de vaincu pendant très très longtemps. Il a fallu attendre la fin des années 80 pour écouter et peut-être découvrir un nouveau récit, celui des nouveaux historiens israéliens. Peut-être que c'était ça le point déclencheur. Je tiens quand même à préciser qu'il y avait des historiens palestiniens et pourquoi pas aussi internationaux qui ont travaillé sur ça même avant. Mais ce point déclencheur dans l'histoire, c'était le fruit des archives. Nous avons réussi quand même à partir des années 70 et 80 à avoir des archives importantes, archives britanniques et israéliennes très importantes qui ont donné lieu à des recherches qui ont permis un nouveau récit. Ce récit était quand même, c'était très intéressant, c'était une approche très positive pour pouvoir remettre en cause la mythologie historique, en particulier pendant la période 47 et 49. Bon, je vais essayer dans cette communication de vous présenter les mythes principaux, disons les plus célèbres pendant cette période, tout en me concentrant sur deux mythes en particulier parce que j'ai pas le temps. Du coup, je commencerai par le premier mythe qui concerne la guerre menée par les Arabes contre le nouveau-né et peu puissant l'État d'Israël. Bien sûr, ça c'était la version israélienne des choses, afin de l'exterminer. Alors ça c'était l'objet de la guerre selon les Israéliens. Car le rapport de force, encore une fois, pour eux c'était largement en faveur des Arabes. Ils étaient soutenus par les Britanniques et dont les armées avaient été unies et avaient un plan coordonné. Or, ce qui s'est véritablement passé, c'est que premièrement, il n'y avait pas de stratégie unique pour toute l'armée arabe. Nous ne pouvons absolument pas négliger les diversités et les rivalités aussi entre les différentes armées arabes, ni l'accord qui aurait été formulé entre la Transjordanie et les sionistes à l'époque. En vertu duquel la Palestine aurait été ou bien serait divisée au détriment des Palestiniens. Deuxièmement, les Israéliens, à travers leur politique, surtout de recrutement et d'armement, avaient l'avantage en termes numériques tout au long de la guerre, et surtout après le premier cessez-le-feu le 11 juin 1948. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'entité juive, contrairement à ce qu'on a tendance à penser ou même à dire, n'était pas le nouveau-né qui vient juste d'être créé. Car grâce à l'Organisation sioniste mondiale, cette entité a bénéficié non seulement de la solidarité active et des compétences, bien évidemment, de toute la communauté juive dans le monde et surtout aux États-Unis, mais aussi d'une aide financière et matérielle considérable, grâce à laquelle Israël a mené la guerre de 48 avec grande efficacité. Le deuxième mythe énonce qu'il n'y avait pas de massacre, que les massacres qui ont été commis n'étaient pas prémédités. Il n'y avait pas de massacre, le but de la guerre n'était pas un nettoyage ethnique. Peut-être des massacres
des massacres 1-2 parfois, mais ce n'était pas du tout prémédité. Et puis, c'est une conséquence inévitable de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de voir, à travers les archives, ce qu'ont écrit les historiens qui ont quand même exploité les archives avec beaucoup d'attention, que les massacres commencent à être perpétrés dès décembre 1947, au lendemain du plan de partage, et vont au-delà des accords d'armistice. C'est-à-dire, si le massacre de Deir Yassin est le plus connu, parce qu'on a parlé de ce massacre, on a parlé beaucoup, je veux dire, c'est pas pour dire qu'on a beaucoup parlé dans le mauvais sens, c'est juste que c'était juste le massacre qu'on a pris dans l'histoire et qu'on a développé. Mais bon, c'est pas le même. Car même en 1953, le massacre de Kibia a fait 70 morts et celui de Kfar Qassem qui a été commis quand même en 1956 en a fait 48. Le troisième mythe concerne les efforts de paix. Car Israël a dit ou prétend dire qu'au lendemain de la guerre, Israël était prêt et a signé un accord de paix et non pas d'armistice avec les Arabes, mais que les Arabes n'ont pas voulu. Bon, ça, je pense que c'est très lié avec ce que je viens de dire. Les massacres ont été commis même après les accords d'armistice. Alors, ça nie quand même, dans la même logique, ce mythe. Alors, je reviens sur les deux mythes que je considère principaux et qui méritent d'être approfondis. C'est celui du plan de partage et ensuite celui des réfugiés. Après la création de l'UNSCOP, United Nations Special Committee en Palestine, en mai 1949, et son investigation menée sur la situation en Palestine, le comité fait deux propositions à l'ONU. Celle qui a été retenue était le plan de partage, c'est-à-dire un partage de la Palestine en deux États avec une union économique. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181 approuvant la proposition du comité avec quelques modifications concernant les frontières proposées. Ce plan de partage, qui était et qui est considéré jusqu'à aujourd'hui le feu vert que attendaient les sionistes pour lancer enfin cette conquête de l'État hébreu depuis très très longtemps, planifié et qu'ils avaient jusqu'alors, ils étaient jusqu'alors obligés de repousser, et a été aussi désigné comme étant légal et sinon moralement et juridiquement équitable et viable. Bon, cela n'a servi que comme prétexte, bien évidemment, pour dire que finalement les Juifs ont accepté, et je parle des Juifs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'Israéliens, quand on parle du plan de partage, ça c'est en 1947, les Juifs ont accepté ce plan de partage, contrairement aux Arabes et aux Palestiniens, qui n'ont pas accepté, mais ils ne l'ont pas accepté justement parce que c'était un plan qui signifiait dans les faits le point de départ absolu fondant la légitimité de l'État d'Israël et la négation des droits des Arabes de Palestine qui sont devenus les seuls Palestiniens. Bon, ce plan n'était ni réalisable, ni équitable, et ni juridiquement, ni moralement viable. Pourquoi ? Parce que ce plan de partage attribuait aux Juifs, dont la plupart étaient des nouveaux arrivants, des immigrants qui venaient juste d'arriver en Palestine, aux alentours de 55,5% de la terre. Cette population constituait à l'époque moins d'un tiers de la population et possédait moins de 7% des terres. Quant aux Palestiniens, qui formaient plus de 2 tiers de la population et qui possédaient la grande majorité des terres, ils se voyaient accorder à peu près 43,5% de cette terre. Si l'on rentre dans les détails, la superficie de la Palestine était de 27 000 km² et sa population a atteint en décembre 1946 presque 2 millions d'habitants. Nous parlons de à peu près 374 000 Palestiniens et 608 000 Juifs. La Palestine qui était divisée en 8 parties, alors selon ce plan de partage, 3 divisions étaient des divisions juives,
et 3 divisions arabes. La 7e division était la ville de Jaffa, qui devait devenir une enclave arabe à l'intérieur du territoire juif, et le régime international de Jérusalem donnait lieu à la 8e division et qui serait administrée par le Conseil de tutelle des Nations Unies. Alors, nous pouvons très bien voir qu'à partir de mars, ça on peut très bien le voir dans les textes de ceux qui ont écrit sur ce sujet, à partir de mars 1948, les commandements politiques et militaires ont décidé d'expulser le plus de Palestiniens possible, car l'existence d'un nombre aussi élevé des Palestiniens nuirait à la perception d'un État israélien à majorité juive, si ce n'était pas intégralement et exclusivement juif. Le nombre de Palestiniens expulsés entre réfugiés et déplacés avant le déroulement de la guerre était estimé à entre 250 000 et 300 000, sur un total de 750 000, entre 750 000 et 800 000. Alors, pendant la première semaine d'avril, les sionistes ont lancé leur grande offensive, et en avril, ils avaient déjà réussi à briser la résistance palestinienne et à provoquer un exode massif. Ce n'est pas l'entrée des armées arabes en Palestine qui aurait provoqué la guerre, et l'exode surtout, mais c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est l'exode qui a provoqué leur entrée. Et là, cette idée rejoint le deuxième mythe qui concerne les réfugiés palestiniens. Parce que l'un des thèmes centraux de la version sioniste des événements entre 1947 et 1948 est que des ordres auraient été radiodiffusés aux Arabes, les contraignant à quitter le pays avant d'ouvrir la voie aux armées régulières arabes. Bon, selon les chercheurs qui sont engagés quand même à exploiter les archives, essentiellement israéliennes et britanniques, comme je l'ai déjà précisé, qui étaient disponibles, aucune preuve n'a été trouvée à ce sujet. Même dans les archives de la Haganah, je rappelle que la radio de la Haganah, c'est-à-dire que la radio de la Haganah, c'était la radio de l'armée clandestine sioniste, et qui a fait un récit très détaillé de la fuite des Arabes et la chute de Haïfa, et sans pour autant mentionner cet ordre d'évacuation. Alors, même dans les correspondances entre le ministre israélien des Affaires étrangères du gouvernement provisoire à l'époque d'Israël, Moshe Sharet, et le comte Bernadotte, qui était le médiateur de l'ONU à propos des réfugiés, rien n'est mentionné dans leur correspondance. C'est aussi le cas dans les archives de la presse de la Ligue arabe et dans les principaux journaux de l'époque. Alors qu'un sujet aussi grave ou aussi important aurait ou bien été censé susciter des commentaires ou des critiques, mais toujours rien. Alors, ce n'est que qu'en 1949, quand les Israéliens réalisent que en fait, la question des réfugiés arabes troublait les consciences en Occident, ils ont décidé de régler ce problème. Comment on règle ce problème Cette propagande israélienne, alors visait bien évidemment à dédouaner les Israéliens de toute responsabilité d'expulsion à l'égard des Palestiniens, et en même temps de rejeter cette responsabilité sur les Arabes eux-mêmes. Cependant, dans les mêmes archives qui ont été exploitées, et plus précisément dans l'un des journaux les plus importants de l'époque, Al-Hayat, du 16 mai, je précise, le journal reproduit un texte d'un tract signé par le commandant de la Haganah du Galilée et distribué par avion, incitant les Palestiniens à partir pour, je cite, « se mettre en sécurité d'une guerre féroce, sans pitié ni compassion ». Il faut dire qu'aussi bien dans les archives de la Haganah que les archives des différentes radios arabes, il y a des révélations, des appels inverses. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a trouvé des appels arabes, des dirigeants arabes, pour que les Palestiniens restent sur leur territoire, qu'ils y retournent s'ils sont déjà partis, et des appels aussi félicitant ceux qui ont réussi à rester, à endurer malgré tout ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, les véritables raisons à cause desquelles les Palestiniens ont fui, et j'en termine là-dessus, sont de plusieurs registres.
et s'inscrivent essentiellement dans des guerres psychologiques menées par Israël, comme par exemple des rumeurs sur les désaccords arabes, les désaccords entre les Arabes, enfin, politiques surtout, bien sûr, à l'époque, la faiblesse de leur armement, le manque d'entraînement, des maladies qui étaient à l'époque, qui est arrivée dans le pays avec les soldats, que ce soit d'Égypte ou d'Irak, etc. C'était des rumeurs. Et c'était justement pour saper le moral de la population. La plupart des Palestiniens sont partis suite à des combats dans leur village ou dans de résidence ou dans les villages à côté, parce que cela les a terrorisés. Ils étaient terrorisés, ils ont été alors forcés à partir. Les expulsions de l'armée, et contrairement à ce que prétend le récit historique israélien, sont une raison principale de ces départs, comme ce fut le cas dans les villages, par exemple, de Ramla en juillet 1948. L'expulsion n'était pas alors la conséquence de la guerre de 1948, et elle correspondait bien à un schéma prédestiné, préparé et mis en place par les sionistes dès le départ. Parce qu'ils savaient très bien, et ça on le voit très bien dans leur correspondance, la terre n'est pas vide, il y a une population sur cette terre, et qu'il va falloir expulser cette population pour mettre en place ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup Dima. Je crois qu'il était très important de partir justement de ces quelques mythes, même si je pense que tu auras encore beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet, mais peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Mais je crois que comme point de départ, c'est absolument essentiel de revenir à ces quelques éléments qui permettent d'avoir un point de départ à partir duquel nous allons pouvoir continuer notre déroulé. Et là, nous allons sauter, nous allons arriver jusqu'en 1967 avec François Secaldi, qui est doctorant à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, associé à la chaire d'histoire contemporaine du Collège de France, et qui va nous parler, lui, du mouvement national palestinien après les accords d'Oslo. C'est à vous. Merci. Je voudrais remercier tout le monde d'être là, l'IREMO et la Maison des Métallos, de nous accueillir aujourd'hui. Effectivement, c'est une année qui va être l'occasion de revenir sur des moments importants de l'histoire palestinienne, qu'il s'agisse des 50 ans de la guerre des 6 jours ou du centenaire de la déclaration Balfour. Alors, puisqu'il s'agit d'intervenir sur la Palestine à travers l'histoire, j'ai choisi de revenir sur la période qui s'ouvre après les accords d'Oslo, signés en septembre 1993. Je vais donc essayer, dans les 15 minutes qui me sont données, de revenir, c'est court, de revenir sur les dynamiques engendrées par ces accords. Donc j'essaierai de centrer mon analyse sur les conséquences que ces accords ont eues sur le mouvement national palestinien, d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue historique, en faisant un rappel très bref sur ce qui a été négocié à Oslo, pour donner un cadre sur ce qui va suivre. Les accords d'Oslo sont conclus entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui depuis 1974 représente officiellement, institutionnellement, l'ensemble des Palestiniens. L'OLP, alors installée à Tunis, depuis son exil de Beyrouth en 1982, revient dans les territoires palestiniens à la faveur de ces mêmes accords. Et ces derniers prévoient, entre autres, une reconnaissance mutuelle de chacune des parties et la création d'une autorité intérimaire d'autogouvernement, qu'on connaît plus communément aujourd'hui sous le nom d'autorité palestinienne, chargée d'administrer les Palestiniens, les territoires palestiniens et les Palestiniens qui y résident, au nom de l'OLP, dans les zones qui lui sont dévolues. C'est un peu compliqué, mais je ne rentre pas dans les détails juridiques ou statutaires, mais pour faire simple, on peut considérer que l'autorité palestinienne est le bras exécutif de l'OLP dans les territoires palestiniens. Par ailleurs, Israël s'engage, sinon officiellement, du moins dans l'esprit des accords, à se retirer progressivement des territoires. Et à l'issue de ce processus de structuration d'un corps étatique, je pense à l'autorité palestinienne, à l'issue de ce processus de structuration d'un corps étatique d'une part, et au désengagement
israélien d'autre part, les parties s'engageaient à négocier au terme d'une période de 5 ans, en mai 1999 donc, à négocier les questions les plus sensibles dites du statut permanent, les questions du statut permanent. Je pense entre autres au statut de Jérusalem ou à la question des réfugiés, tandis que l'OLP obtenait la garantie qu'un État palestinien serait créé. Alors si l'esprit des accords a laissé penser en 1993 qu'une issue au conflit avait peut-être été trouvée, il se trouve que leur complexité, à la fois dans les termes négociés et dans leur mise en application, a contribué, je dis bien contribué seulement, a contribué à faire échouer le processus. Il s'agit donc d'histoires très contemporaines, d'histoires du temps présent, pourrait-on dire, mais d'une certaine manière d'histoire quand même. Car si aujourd'hui les accords d'Oslo continuent de structurer la vie politique palestinienne, on observe néanmoins que leur application n'est pour ainsi dire plus vraiment respectée. Je vais vous donner quelques exemples pour étayer cette affirmation. Politiquement, les institutions nées des accords d'Oslo continuent d'exister. L'autorité palestinienne continue d'exercer son autorité, mais dans un cadre très strictement contrôlé par les Israéliens. Autrement dit, les institutions nées des accords demeurent, mais avec un pouvoir très limité, pour ne pas dire nul. La solution à 2 États continue d'être la norme, la base de la négociation, alors même que la colonisation perdure. Du reste, elle n'a jamais cessé depuis 1993. Les zones A, B, C, pour ne citer qu'elles, il y en a beaucoup d'autres, continuent à structurer l'espace administratif, mais il n'est plus question d'un désengagement progressif de ces mêmes zones. Et la très contestée coopération sécuritaire, qui était l'un des piliers de la négociation, continue d'être appliquée sans qu'aucune des contreparties négociées à Oslo soit mise en application. Voilà quelques exemples ici pour vous montrer qu'on se trouve dans une séquence historique, celle ouverte à Oslo, qui n'est pas terminée, qui continue de structurer la vie politique palestinienne, mais qui n'est plus complètement pertinente pour lire la période contemporaine. On a donc des accords caducs, mais qui pour autant sont toujours structurants dans la vie politique palestinienne. Ce qui est vrai pour le processus d'Oslo l'est également pour le mouvement national palestinien, suspendu, si j'ose dire, entre 2 périodes historiques, entre 2 périodes traditionnellement, avec un point d'interrogation, historiquement, avec un point d'interrogation, séparées. Depuis 1993, en effet, 2 phases historiques traditionnellement distinctes dans le processus d'accession à l'indépendance se superposent, celle de la libération nationale et celle de la construction de l'État. En Palestine, le mouvement national, jusqu'alors incarné par l'OLP, censé disparaître ou se fondre, vous choisirez le terme qui vous convient, avec la création de l'État, perdure et cohabite avec une institution sœur, mais aux objectifs tout à fait différents, et intérimaire, je pense à l'autorité palestinienne. L'autorité avait pour objectif de construire les bases d'un État dans ce processus de territorialisation du mouvement national, c'est-à-dire de Tunis au territoire. Elle avait pour objectif de créer un État territorialisé dans les territoires palestiniens, dans lequel l'OLP se serait fondue au moment de la création de l'État en mai 1999. Donc. Or, l'État n'a pas été créé en 1999. Mais le mouvement national a construit une structure, aussi sous la pression de la communauté internationale. Il a construit une structure qui en a toutes les formes, si bien qu'il se trouve aujourd'hui dans une sorte d'impératif contradictoire. Incarner l'État, en respecter les normes, en respecter les usages, les codes, ceux prescrits par les normes du droit international, d'une part, et d'autre part, libérer le territoire national, créer un État viable, choisir les moyens de la lutte, car en l'absence d'autodétermination, le mouvement national reste dans une logique de confrontation face à une puissance occupante. Il y a donc une tension dans les accords qui se manifeste également dans la reconnaissance qu'acquiert l'OLP dans la négociation et la tension que va concentrer l'autorité et qui acquiert, elle, progressivement, un rôle déterminant dans la gestion des affaires politiques palestiniennes. Son ancrage territorial, son ancrage local, le fait qu'elle incarne l'instrument de l'accession à l'État,
l'embryon de l'État palestinien sur une partie des terres libérées de Palestine. Je reprends les termes ici du Conseil national palestinien de 1974. Le fait qu'elle incarne l'embryon de l'État palestinien sur une partie des terres libérées de Palestine, tout ceci la met en concurrence avec l'OLP. En 1993, donc, l'OLP perd son influence alors même qu'elle est au fait de sa légitimité. Elle perd de son influence car elle est partiellement vidée de son contenu. Je m'explique. Certes, elle conserve la maîtrise des dossiers les plus importants, ceux qui devaient être négociés à l'issue de la période intérimaire, à l'issue de ces 5 ans de négociations, mais ce sont ces mêmes dossiers qui ne sont plus traités. Le dossier des réfugiés relève par exemple du mandat exclusif de l'OLP, mais ce dossier est renvoyé à la négociation des questions du statut permanent. Il en va de même pour Jérusalem ou pour les frontières. L'OLP donc est devenu en quelque sorte le référent politique de toutes les questions qui doivent être négociées, mais qui de fait ne le sont pas ou ne le sont plus. Et mécaniquement, alors qu'elle a en main les dossiers les plus importants, elle se trouve de fait marginalisée en raison de l'échec du processus de négociation. Un autre point qui peut éclairer ces dynamiques opposées ou contradictoires ou conflictuelles entre l'OLP et l'autorité palestinienne, c'est que l'OLP incarne pour les Palestiniens la lutte de libération nationale, la révolution. L'arrivée de l'autorité, la fonctionnalisation de ses membres, la mise en place de codes de conduite et de bonne gestion imposés en partie par la communauté internationale, tout ceci pour les membres de l'OLP qui intègrent l'autorité palestinienne, pour ceux qui l'intègrent, ils ne sont pas, tous les membres de l'OLP n'intègrent pas l'autorité palestinienne, mais pour ceux qui l'intègrent, tout ceci c'est l'anti-révolution. Et beaucoup ont ressenti un malaise, par exemple, à faire la révolution en même temps qu'ils cotisaient pour des retraites. Ou à faire la révolution en même temps qu'il faisait des heures de bureau, parfois imposées. Le mouvement national est donc dans cette impasse. On attend de lui qu'il joue le jeu de la construction étatique, avec des comptes transparents, une administration efficace, une fonction publique formée et sélectionnée, et en même temps, en l'absence d'État, d'indépendance et d'autodétermination, la révolution pour les Palestiniens continue. La révolution n'est pas terminée. Et donc vous voyez à quel point ces deux notions, l'État d'une part et la révolution d'autre part, pour le cas palestinien, se marient assez mal. Face à cette aporie, à cette contradiction fondamentale, la construction de l'État d'un côté et la libération nationale de l'autre, le mouvement national est confronté à des choix politiques depuis 1993 qui divergent profondément. À cet égard, la signature des accords d'Oslo polarise fortement le mouvement national. La dynamique engendrée par les accords d'Oslo masque les dynamiques partisanes palestiniennes. Les accords d'Oslo ne marquent pas une période d'unité du mouvement national, et là, l'idée que l'OLP signe un accord au nom du peuple palestinien a pu le laisser penser. Les accords d'Oslo ne marquent pas une période d'unité, mais au contraire une division entre différentes tendances. Les partisans de l'accord, proches d'Arafat et ou bénéficiaires directs de la recomposition politique née d'Oslo, les acteurs politiques critiques mais qui s'y rallient néanmoins, les opposants farouches, etc., etc. La palette, en fait, est assez large. Elle va de l'adhésion totale au rejet absolu des accords. Ce moment n'est donc pas celui d'un unanimisme politique, sinon celui de la communauté internationale, et ce n'est pas non plus, on a pu entendre, celui de la paix des braves, en dépit de quelques avancées politiques notables que j'ai rappelées en introduction. La déclaration de principe donc signée à Oslo est une période d'espoir politique, c'est vrai, en 1993, mais elle cache aussi et surtout une crise du mouvement national palestinien profondément divisé sur le contenu de l'accord et sur la forme de la négociation, sur le fond et sur la forme. Donc je vais y revenir. Les accords ont suscité immédiatement de vives oppositions au sein des partis palestiniens. Les débats qui ont alors animé le mouvement national ont été en partie rendus inaudibles par la dynamique puissante engendrée par les accords d'Oslo. Je pense notamment au soutien international, à la médiatisation continue des étapes de la négociation, à l'arrivée massive de l'aide internationale et plus globalement
à la transformation radicale des logiques politiques en cours après 1993. Sur la forme, donc, vous le savez sûrement, les accords d'Oslo ont été négociés en secret par une délégation membre de l'OLP très proche d'Arafat, tandis qu'une autre délégation de l'OLP, composée principalement de personnalités de l'intérieur, négociait à Washington. Donc vous aviez deux délégations, une qui partait de Tunis pour aller à Washington et l'autre qui partait à Oslo pour négocier sans que celle de Washington ne sache qu'à Oslo se négociaient les accords du même nom. Alors ça peut paraître anecdotique et pourtant ça consacre cette rupture déjà ancienne entre leadership de l'intérieur et de l'extérieur. Au moins ça accrédite l'idée d'un leadership à deux vitesses. De ce point de vue-là, la forme de la négociation, c'est-à-dire sans en avertir l'autre délégation, sans que les mécanismes de concertation du mouvement ne soient sollicités, va donner lieu à des critiques assez virulentes au sein du mouvement national. Qui vont critiquer les méthodes employées par Yasser Arafat et ses proches, qui vont être accusés d'avoir bradé les intérêts palestiniens à Oslo, de n'avoir pas consulté l'ensemble des factions palestiniennes du mouvement, au fond, d'avoir pris des décisions fondamentales qui engagent historiquement le mouvement sans concertation. Sur le fond, ce qui alerte les opposants, c'est que rien n'est conclu dans les accords d'Oslo. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on parle d'accords intérimaires. Les parties se sont accordées sur des principes, sur un agenda, mais toutes les questions, tout reste en suspens, ou du moins toutes les questions majeures sont repoussées à la négociation des questions du statut permanent. C'est aussi cela qui fera dire à un certain nombre d'observateurs que les accords ont pu être possibles parce qu'ils laissaient de côté toutes les questions les plus importantes. Sur le fond également, certains observateurs, en 1993, alors ils sont rares ceux-là, mais il en existe, certains ont compris assez rapidement que les Israéliens avaient réussi à Oslo à opérer une distinction fondamentale entre la terre et ses habitants. Oslo laissait la possibilité à Israël de conserver la souveraineté sur la terre, tandis qu'elle déléguait la gestion civile de ses habitants à une autorité chargée de s'occuper pour l'essentiel de questions finalement strictement sécuritaires. En d'autres termes, les Palestiniens avaient obtenu à Oslo une autonomie, mais sans souveraineté. Finalement, ils avaient compris que les Palestiniens avaient pris beaucoup d'engagements pour obtenir peu de garanties sur les questions importantes. Maintenant, pour revenir sur cette typologie, sur la typologie et la géographie de la contestation, en deux mots, c'est une opposition qui se structure, politique d'abord, qui se structure à Damas, en Syrie, autour d'un mouvement qui s'appelle l'Alliance des forces palestiniennes, qui regroupe 10 forces palestiniennes pour unifier les mouvements palestiniens opposés à la déclaration de principe. Cette alliance comprend les mouvements de la gauche palestinienne, le FDLP et le FPLP en particulier, les mouvements islamistes, le Hamas et le Djihad islamique, et un certain nombre de petites formations membres de l'OLP. Il existe d'autres oppositions d'intellectuels, notamment, et qui, pour l'essentiel, orientent leurs critiques sur la dérive autoritaire de la direction de l'OLP. Il y a parmi eux, en particulier, Edouard Saïd, Mahmoud Darwish ou Ibrahim Abouloud. Les seules factions à rallier l'OLP sont le Fatah, encore qu'il y a une opposition interne, le Parti du peuple palestinien, les anciens communistes, l'ancien parti communiste, disons, et l'Union démocratique palestinienne, FIDA, de Yasser Abed Rabbo. Voilà, pour conclure, je dirais que depuis 1993, le mouvement national est profondément divisé. Un mouvement national si divisé qu'on interroge aujourd'hui la validité de ce terme, le mouvement national, pour désigner un ensemble profondément hétérogène, divisé d'autant plus qu'il est aujourd'hui confronté à la polarisation de la vie politique entre le Hamas et le Fatah. Vous le savez, donc c'est une division qui est ancienne, hein, mais qui s'accentue au fur et à mesure à partir de 1993. Un mouvement divisé, donc, avec des frontières institutionnelles floues, avec une structure qui a perdu de son caractère pyramidal et hiérarchisé,
Et à cela s'ajoute une nouvelle situation née des accords d'Oslo qui donne au mouvement national palestinien l'illusion d'être aux affaires. Je pense ici au droit, enfin disons à l'action de l'autorité palestinienne dans les territoires, qui donne donc cette illusion d'être aux affaires, alors qu'en réalité, en raison du système d'occupation principalement, il a assez peu de pouvoir et de contrôle sur sa destinée. Cette incapacité du mouvement national à répondre à des attentes politiques et sociales permet l'émergence d'un certain nombre d'acteurs qui existent déjà, qui gagnent en visibilité et qui concurrencent sur un plan horizontal la légitimité à exercer le pouvoir. Ce qui explique en partie sa division. Ce n'est pas la seule raison qui explique sa division, mais c'est l'une d'elles. Et j'ai parlé de division, ça ne veut pas dire pour autant que le mouvement national est mort ou que les aspirations nationalistes palestiniennes sont mortes, loin s'en faut. Et les événements récents, notamment la grève de la faim des détenus palestiniens, a montré au contraire qu'elles étaient toujours vivaces. Je vous remercie. Merci beaucoup François Secaldi pour cette réflexion sur ce mouvement national palestinien et toutes les questions que ça pose. Et là encore, je pense qu'on va y revenir dans le débat, parce qu'il y a plus de questions qui ont été soulevées que de réponses apportées aux interrogations que l'on peut avoir sur ce que veut dire aujourd'hui ce mouvement national palestinien, ce qu'est cette autorité et quelle est la marge de manœuvre extrêmement réduite, en tous les cas, dont elle bénéficie sur place en raison justement de la poursuite essentiellement de la colonisation. Alors, nous allons aborder un autre sujet maintenant avec Alain Grèche, qui est journaliste, directeur du journal en ligne Orient 21, que je suppose que vous connaissez tous. Et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à aller regarder ce site Orient 21, qui est un des rares sites qui traite de l'actualité du Maghreb, Proche et Moyen-Orient aujourd'hui en France, et qui en plus est un site en accès libre, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et donc, je vous encourage vivement à aller regarder ce site qui est riche de reportages, d'analyses sur l'actualité de la région et qui vous intéresse puisque vous êtes ici présents cet après-midi. Donc, Alain va nous parler, lui, de l'histoire de la position de la France depuis 1967 vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Et je pense qu'Alain va nous parler, et je ne résiste pas au plaisir de vous présenter ce dernier livre d'Alain Grèche que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Un chant d'amour et qui est une histoire Israël-Palestine, une histoire française, et qui est une bande dessinée, mais qui permet de retracer cette histoire des relations bilatérales, une histoire parfois plus complexe ou compliquée que l'image qu'on peut en avoir, et qui est un ouvrage extrêmement clair, accessible et riche, là encore, d'informations. Et donc, je vous encourage également à le lire. Et je pense qu'après avoir entendu Alain, vous aurez peut-être encore plus envie d'approfondir, en tous les cas, cette réflexion. Merci à l'IREMO pour cette invitation. Donc le point de départ, ça va être la guerre de 67. D'une certaine manière, on pourrait penser que c'est une guerre relativement marginale, dans le sens où les Palestiniens ne sont pas un acteur très actif de cette guerre. C'est une guerre essentiellement entre l'Égypte et la Syrie d'un côté, et puis la Jordanie et Israël. Et que le mouvement palestinien va réémerger après. Mais je crois que c'est une guerre très importante pour deux raisons. À la fois une raison qui est liée à la situation régionale, et une raison qui est liée à la position française, dans la mesure où c'est là que va se forger la position française qui, pendant 40 ans, mais ça n'a pas duré au-delà malheureusement, va se distinguer, disons, dans le concert occidental. Cette guerre, je dis, les Palestiniens ne sont pas d'une certaine manière partie prenante. L'OLP a été créée en 1964, mais elle reste sous l'hégémonie égyptienne, elle n'a pas vraiment d'autonomie. Les Palestiniens... il y a des mouvements politiques qui naissent en Palestine. Le Fatah a déjà été constitué, mais ils sont pas je dirais, à l'avant-garde. Et la guerre de 67, en déstabilisant le nationalisme arabe révolutionnaire représenté par le Baas et par Nasser, va ouvrir un champ d'activité à toute une série aux organisations de fédéines qu'on appelle la résistance palestinienne et qui vont occuper à partir de cette guerre un point focal non seulement pour les Palestiniens mais pour l'ensemble du monde arabe. On dit souvent, vous savez, après la défaite de 67 a marqué pour la défaite du nationalisme arabe révolutionnaire et la montée de l'islamisme. Je crois que c'est un raccourci, c'est-à-dire après 67, ce à quoi on assiste sur la scène arabe,
C'est d'un côté à la montée des mouvements palestiniens, en tête le Fatah, et de l'extrême gauche. C'est-à-dire les grandes manifestations en Égypte contre Nasser et après contre Sadat, elles ne sont pas du tout dirigées par les islamistes, elles sont dirigées par l'extrême gauche. Donc il y a un moment très particulier et où je dirais la Palestine s'inscrit aussi dans quelque chose de plus général. On vit une époque révolutionnaire, c'est la guerre du Vietnam, c'est les maquis en Amérique latine, etc. Et la Palestine va s'inscrire, y compris petit à petit dans l'imaginaire occidental, dans cette lutte mondiale des peuples du tiers-monde. Et il y a une autre conséquence, je veux insister pour les Palestiniens, qui est importante, c'est l'occupation, d'une certaine manière, réunifie les Palestiniens. C'est en tous les cas ceux des territoires, ceux qui n'ont pas été expulsés. Que ce soit, c'est-à-dire Gaza était sous contrôle égyptien, la Cisjordanie avait été annexée par la Jordanie, et les Arabes israéliens les Palestiniens d'Israël étaient non seulement isolés, mais souvent considérés par, en tous les cas, les régimes arabes comme des gens suspects parce qu'ils avaient la citoyenneté israélienne. Là, on va avoir une réunification de toutes ces fractions du peuple palestinien, et ça va jouer un rôle très important, je crois, dans la renaissance nationale palestinienne. Cette guerre de 67 a été en France le moment où le conflit surgit comme un conflit intérieur de politique française. Et depuis, il ne l'a pratiquement jamais quitté, avec des hauts et des bas, mais il va être le seul conflit international qui, sur une période aussi longue, mobilise et divise la société française. Et compte tenu de l'image qu'il y a dans le monde de la France pro-arabe, pro-palestinienne, on oublie qu'effectivement, en 1967, on est dans une configuration totalement différente. Il va y avoir, pendant toute cette crise de 1967, une propagande qui rappelle celle de 1948, mais avec des moyens encore plus grands, sur l'idée du petit David entouré par des méchants États arabes qui sont prêts à le détruire, du risque d'un nouvel holocauste. Et il va y avoir une mobilisation réellement impressionnante en faveur d'Israël, que je crois on n'a pas connue depuis on n'a pas connu sous cette forme. D'abord, il y a une unanimité politique, à l'exception, c'est-à-dire même tous les partis de droite, l'ASFIO, le Parti socialiste, et les gaullistes, l'essentiel des gaullistes, se mobilisent en faveur d'Israël. La seule exception, c'est le Parti communiste, un certain nombre d'autres groupes, comme les gens regroupés autour de témoignages chrétiens. À l'époque, le Parti communiste, c'est quand même une force qui représente 20%. Et dans ce climat où il y a cette mobilisation politique en faveur d'Israël, où il y a un déferlement médiatique qu'on a réellement du mal à imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des citations, je peux vous garantir que l'extrême droite aujourd'hui, ou le Front National, ne dirait pas la même chose sur les Arabes. Vraiment, hein. C'est vraiment, on a et ça évidemment alimente une vraie peur d'une partie de la communauté juive, évidemment, mais dans l'opinion qu'Israël est à la veille d'être détruite. Et c'est dans ces conditions qu'il y a la personnalité du général de Gaulle, qui, contrairement d'ailleurs à l'image qu'il y a après, parce qu'après on va dire il était pro-arabe, etc., est quelqu'un qui a une grande admiration pour le mouvement sioniste, qui a eu un échange épistolaire avec Ben Gourion depuis très longtemps, qui est tout à fait convaincu qu'il y a une légitimité à l'existence d'Israël. Donc il n'est pas du tout sur une position, entre guillemets, anti-israélienne. Mais dans les jours qui précèdent le déclenchement de la guerre, il va dire à ses interlocuteurs arabes comme israéliens, ne tirez pas les premiers. Si vous tirez les premiers, on va à une guerre et les conséquences de cette guerre seront terribles. Et quand Israël tire le premier, il va d'ailleurs de manière assez modérée, contrairement aussi à l'idée qu'on se fait, prendre une position qui est notamment l'embargo sur les armes. Vous savez qu'à l'époque, avant 1967, l'essentiel de l'armement israélien est français, notamment les Mirages. Et donc De Gaulle met un embargo, mais il ne met pas l'embargo sur les pièces de rechange. Ce qui va permettre à la... Je dis ça parce que c'est important de comprendre qu'il n'est pas dans une position anti-israélienne. Il faudra attendre janvier 1969, après l'attaque israélienne contre l'aéroport de Beyrouth où l'aviation israélienne détruit la flotte civile libanaise, qu'il décrète un embargo total.
Donc, sans être dans une position, je dirais, radicalement anti-israélienne, il condamne ceux qui sont les agresseurs. Et ce qui est assez frappant, quand on voit un certain nombre de ces textes, notamment une conférence de presse qu'il fait en novembre 1967, à quel point c'est prémonitoire. C'est-à-dire, il dit, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais en gros, Israël organise l'occupation sur les territoires qu'il a occupés. L'occupation, ça veut dire les arrestations, les expulsions, les détentions arbitraires, etc., qui donne lieu à de la résistance, que l'occupant qualifie de terrorisme, et on rentre dans un cercle vicieux. Il y a une vraie vision. Alors, c'est vrai que sur la Palestine, il n'y a pas à l'époque, ça c'est aussi la réalité politique de la disparition partielle du mouvement palestinien ou de la question de Palestine, de la scène diplomatique, il n'y a pas à cette époque une claire conscience de la nécessité d'un État palestinien ou de reconnaître les droits légitimes des Palestiniens. Il y a plutôt l'idée qu'il faut retourner aux frontières d'avant 1967 et que Israël ne doit pas être récompensé pour son agression et ne doit pas pouvoir continuer à l'occupation. Et pendant plusieurs années, en attendant que les organisations de résistance se développent, qu'elles prennent le contrôle de l'OLP et qu'elles arrivent à imposer la question palestinienne sur la scène internationale, je dirais la position française, en tous les cas, la courte période de Gaulle, parce qu'on est en gros sur 2 années avant qu'il démissionne en novembre 69, je crois, elle n'est pas fondée essentiellement sur la question palestinienne. Mais cette position autonome, qui est condamnée évidemment unanimement par toute l'opposition politique, qui est condamnée par les alliés de la France, qui est condamnée par les autres pays européens, etc., c'est cette position autonome de la France qui petit à petit va permettre, dans un processus qui dure mais qui ne s'interrompra pas pratiquement, je dirais, jusqu'aux accords d'Oslo. C'est-à-dire, petit à petit, la reconnaissance de la nécessité non seulement de mettre un terme aux conséquences de l'agression de 1967, mais aussi de reconnaître les droits des Palestiniens. Et c'est d'ailleurs assez curieux que ce soit sous Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme non-gaulliste, qui a été plutôt Algérie française, anti-arabe, etc., que ce soit lui qui d'abord accepte l'ouverture du bureau de l'OLP à Paris, et ensuite impose à ses partenaires européens, à l'époque ils ne sont que 6, la fameuse déclaration de Venise qui va être le fondement de la politique internationale, d'abord de la France et ensuite de la communauté de la CE, sur la Palestine, c'est-à-dire la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination et la nécessité de négocier avec l'OLP. À quoi, à l'époque, donc on est en 1980, Begin fait une déclaration pour dire que l'Europe nous demande de négocier avec les SS arabes. Et cette position de la France, elle est aussi condamnée très fermement par le président Reagan. Et alors, ce qui me semble important quand on revoit sur cette histoire, c'est la France n'est pas un pays plus important à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce n'est pas un pays qui a les moyens d'imposer la solution au Proche-Orient. Mais en même temps, elle a contribué, avec évidemment pour l'essentiel la résistance palestinienne, mais sur le plan diplomatique, à imposer le fait palestinien qu'aujourd'hui plus personne, même pas les Israéliens, refusent. C'est-à-dire, enfin ils le refusent dans les faits, mais pas dans le principe. Et l'idée qu'il faut négocier avec l'OLP, l'idée que les Palestiniens ont droit à un État, etc. Et ça, réellement, je dirais quelque part, c'est fondé sur un volontarisme politique. Alors, le volontarisme, il est aussi fondé chez De Gaulle même, sur des calculs politiques et économiques. De Gaulle, après la fin de la guerre d'Algérie, il ouvre la France aux pays arabes, il développe des relations avec l'Égypte, avec la Jordanie, etc. Il y a des intérêts économiques. Je veux dire, c'est pas simplement un grand idéaliste. Mais en même temps, il y a l'idée que cette voix de la France, elle est importante et elle a des conséquences sur la place de la France. Et pour terminer, je donnerai une anecdote, une histoire que j'ai retrouvée à travers le livre et qui est la position de Jacques Chirac.
pour tout le monde aujourd'hui. Enfin, dans le monde arabe, Jacques Chirac, c'est un héros. Il suffit de prononcer son nom pour être accueilli avec enthousiasme. Et puis, en faisant le bouquin, j'ai découvert que Jacques Chirac, au départ, est très hostile aux Palestiniens. Quand Giscard d'Estaing décide l'ouverture du bureau de l'OLP, Chirac est Premier ministre. Il apprend ça, il le dit dans ses mémoires, en se rasant dans son truc. Il est fou de rage. Il pense qu'il ne faut pas aller si loin avec les Palestiniens. Quand Yasser Arafat est invité à Paris, en 89, ouais, il y a 2 dirigeants français qui sont absents parce qu'ils ne veulent pas le recevoir dans leurs institutions. C'est Laurent Fabius parce qu'il ne veut pas le recevoir à l'Assemblée nationale et Jacques Chirac parce qu'il ne veut pas le recevoir à la mairie de Paris. Et alors, en même temps, il y a le fameux voyage à Jérusalem de 1996 avec, est-ce que vous voulez que je reprenne l'avion qui a fait le tour du monde? Et je dirais, bon, on peut discuter 100 ans pour savoir si c'était prévu, pas prévu, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que Jacques Chirac a compris quelque chose dans cet incident, c'est que l'importance d'avoir des positions de principe courageuses, ça avait des conséquences sur la place de la France dans le monde. De même que la position prise par la France en 2003, au moment de la guerre d'Irak, et où on a vu ce qu'on n'avait jamais vu, l'ensemble des gens assistant au Conseil de sécurité applaudir, etc., ça a des effets politiques. Ce n'est pas seulement des prises de position de principe, mais ça peut avoir des effets politiques, et surtout ça a des effets qui ont contribué d'une certaine manière à la légitimation de l'OLP, à l'ouverture des bureaux de l'OLP dans les différentes capitales européennes, à la légitimation de Yasser Arafat, etc. Et je dirais en conclusion que malheureusement, on est très loin de ça, et que depuis Sarkozy, et ça s'est accentué à mon avis encore avec l'ancien président de la République, on a assisté à ce que moi j'appelle un tournant silencieux de la politique française, qui n'est pas seulement dû au Proche-Orient, qui est dû aussi à d'autres évolutions sur l'OTAN, sur le rapport aux États-Unis, etc., mais qui est très importante, à mon avis, à dire, parce qu'en même temps, elle est compliquée à dénoncer. C'est-à-dire que quand on discute avec les responsables français, ils disent « mais nous, on n'a pas changé de position, on a toujours la même position, on est pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël, et nous condamnons la colonisation ». Il y a 2 jours encore, il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères pour condamner la colonisation. Et moi, chaque fois, j'ai envie de dire 570e communiqué de la France dénonçant fermement la colonisation. Et c'est vrai que de ce point de vue, il n'y a pas eu d'évolution. Mais là où il y a eu une évolution, enfin, il y a eu une double évolution, je dirais, c'est avant les rapports bilatéraux de la France avec Israël étaient d'une certaine manière soumis à la question palestinienne. On ne pensait pas qu'on pouvait développer les relations avec Israël indépendamment de ce qu'Israël faisait dans les territoires occupés. Or, aujourd'hui, on le fait tout à fait. On a développé des relations économiques, politiques, sociales, etc., sans précédent, et une légitimation de l'État d'Israël tel qu'on n'a jamais connu avant, quoi. Ça, c'est... Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de voix de la France. Et ce qui a fait l'originalité de la politique française, c'est qu'on avait le courage d'aller à contre-courant à certains moments et de dire voilà les conditions d'une solution. Or, même la dernière initiative, que je trouve pour ma part mais pitoyable, de la conférence de Paris, à laquelle en plus le Premier ministre israélien a refusé d'y aller, c'était simplement de dire il faut reprendre les négociations. Mais aujourd'hui, dire il faut reprendre les négociations n'a aucun sens. Reprendre les négociations, c'est simplement prolonger un processus de paix dont tout le monde sait qu'il est mort. C'est-à-dire que les négociations entre Israël et les Palestiniens, des fois, les diplomates disent qu'il faut qu'ils négocient de bonne foi. Et moi, je réponds, oui, mais Netanyahou, il pense de bonne foi que la Cisjordanie, c'est Israël. Je veux dire. Et l'idée aussi qui est comment dire, pas dangereuse, mais grave, et qu'on voit aussi dans les médias, c'est l'idée, on a 2 interlocuteurs, ils se disputent la terre, il y a des extrémistes dans les 2 camps, et voilà. Et en gommant tout à fait le fait qu'il y a un dominant et un dominé, il y a un occupant et un occupé, ils ne peuvent pas être dans des positions équivalentes. Et donc,
si vous voulez, l'absence de voix de la France pour prendre conscience clairement, ou pour dire clairement, ce processus est mort, et il faut inventer quelque chose, on peut proposer quelque chose, ça ne veut pas dire que ça sera accepté, mais où la France pourrait jouer un rôle moteur pour aller vers une solution de cette question palestinienne, je crois que ce serait important. Et je dirais en conclusion que à l'époque où on parle de la guerre contre le terrorisme, qui est devenue la grande affaire pour tous les pays occidentaux, où on nous dit oui, regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Irak, il y a bien plus de morts qu'en Palestine, ça, ce qui est tout à fait vrai, enfin objectivement. On oublie de dire, je crois, que la non-solution de la question palestinienne est quelque chose qui alimente les frustrations dans le monde arabe. Pour n'importe qui a été dans le monde arabe, c'est une question centrale. C'est d'ailleurs la seule question aujourd'hui dans un monde arabe ultra divisé qui unit tout le monde. La Syrie, comme vous savez, divise, l'Irak, plein de conflits, le Yémen, et ça. Sur la Palestine, il y a cette unanimité. Et on ne peut pas penser que c'est impunément qu'on peut laisser encore des décennies et des décennies ce conflit perdurer, et puis ensuite s'étonner qu'il y ait des attentats terroristes ici ou ailleurs. Merci. Merci Alain, et merci d'avoir rappelé un certain nombre d'éléments de cette politique française qui est parfois oubliée, ou en tous les cas, là encore, il peut y avoir des mythes qui se sont élaborés au fil des années, et je pense que c'est important de revenir à ce qu'a été véritablement cette position, et l'absence finalement de capacité aujourd'hui, de volonté politique à essayer de reprendre une position, alors qu'à une époque, nous avons eu effectivement des éléments très, très forts d'une politique à l'égard de la situation en Palestine. Alors pour finir ce tour de table, je vais donner la parole à Elias Sambar, qui est historien, écrivain, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, et à qui on a demandé de parler de la Palestine sous un angle peut-être un peu différent, peut-être un peu moins abordé de façon traditionnelle dans des réunions comme celle-ci, mais c'est de nous parler de l'histoire de la Palestine à travers la culture et le patrimoine, sujets que vous savez qui sont aussi éminemment politiques, bien évidemment. À toi, Elias. Merci d'être là, merci de m'avoir invité. L'expression culture palestinienne, qui est tout à fait fondée, peut être un peu le terreau d'un grand nombre d'erreurs. Non pas que la culture palestinienne n'existe pas, mais parce que très très souvent, quand on entend culture palestinienne, on pense à une culture qui existerait en tant que telle, comme par exemple la culture italienne serait tout à fait distincte de la culture espagnole, ou que la culture espagnole serait distincte de la culture japonaise. Et on oublie un élément fondamental, qui est que la culture palestinienne est avant tout et fondamentalement une culture arabe. Elle est arabe, et en ce sens, attendez, elle est arabe en ce sens qu'elle partage avec les autres cultures, libanaise, syrienne, irakienne, elle partage 3 éléments fondamentaux qui déterminent en fait l'essentiel. Tout d'abord, la culture palestinienne habite la langue arabe. Et ça n'est pas juste un détail linguistique. La deuxième chose qu'il faut dire très très rapidement, c'est que les Palestiniens, comme tous leurs frères arabes, partagent un même classicisme, les mêmes références littéraires, les mêmes règles culturelles, que ce soit au niveau du langage, mais également au niveau de ce qu'on pourrait appeler de façon plus générale l'identité culturelle arabe. Donc c'est une culture arabe, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir être qualifiée de culture palestinienne. Et je voudrais vous dire en quoi cette culture arabe peut être appelée également une culture palestinienne, ou si vous préférez, une culture arabe de Palestine. Il y a, si vous prenez l'image d'un arbre, il y a un tronc, le tronc principal, qui est l'arabité, avec son histoire, sa culture, ses périodes classiques, anti-islamiques, les règles de ses poètes, les références. Le Mutanabbi est la référence, par exemple, qui est
un immense poète classique, est la référence de la totalité des Arabes, où qu'ils soient, quelle que soit leur culture, libanaise, syrienne, irakienne, ainsi de suite. Par contre, comme dans tous les arbres, vous avez des branches, et aucune branche n'a la même forme que l'autre. Il n'y a pas de branche identique dans un arbre, mais toutes sortent du même arbre. Alors cette branche palestinienne, comment pourrait-on un peu la définir? Je vais très vite parce que c'est un sujet très très vaste. Cette culture commence à se démarquer, c'est-à-dire sa branche commence à prendre un peu un aspect plus particulier à partir du XIXe siècle. Jusque-là, avant, si vous regardez les écrits qui sont écrits à Jérusalem ou à Beyrouth ou à Damas, il est très très difficile, à part si vous faites la biographie de l'auteur, il est très très difficile de les distinguer, ou à Fès ou en Tunisie. Au XIXe siècle, cette culture commence à prendre un aspect tout à fait propre, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir un timbre. Hein, quand vous dites qu'il y a une voix, ou qu'il n'y a pas deux voix qui se ressemblent, la voix commence à sonner de façon un peu particulière, avec, d'une part, un grand débat, un très très grand débat, qui se déroule dans le monde arabe, avec l'arrivée des idées de la Révolution française, le poids immense d'un personnage comme Victor Hugo, par exemple, comme référence dans les élites, les personnalités de 89, mais tout cela est dans le moule d'un mouvement plus général qui aspire, avec le sentiment que l'Empire ottoman commence un peu à vaciller, avec l'idée d'une formation nationale, mais déjà infiniment plus vaste que les pays qu'on verra naître. À ce moment, le projet est celle, pour l'Orient arabe, d'un grand royaume arabe, et plus tard, quelques années plus tard, on pensera que Faisal, le dirigeant de la grande révolte qui va marcher vers Damas, en sera le premier roi. Donc c'est un royaume arabe. Mais avec toute l'idée également des nations, de la modernité, de l'entrée dans le siècle qui arrive, ainsi de suite. Dans cette conjoncture, il y a deux grands débats. Ce n'est pas les seuls, mais deux grands débats. Vous comprenez bien que quand on commence à parler d'une nation qui va naître, on commence également à poser la question de savoir qui est arabe. Et à ce moment, vous avez deux courants très importants. Un courant qui dit est arabe celui qui est musulman. Un autre courant qui dit est arabe celui qui maîtrise la langue des Arabes. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas du tout par hasard qu'à ce moment, c'est chez les chrétiens libanais que naissent les dictionnaires de langue arabe les plus fabuleux jamais élaborés, ou qui montrent qu'ils sont dans l'arabité autant que n'importe qui et peut-être même plus. Ce n'est pas par hasard qu'à ce moment, il y a ce mouvement. Je vous donne des détails, il y a beaucoup d'autres éléments. Et il y a un deuxième débat, qui est, lui, très palestinien. Le mouvement sioniste a commencé à énoncer ses thèses. Il y a déjà une petite immigration qui vient, qui est une immigration, je dirais, de type social, c'est-à-dire des membres de communautés juives pauvres qui viennent vers les fermes de Rothschild en Palestine, qui sont des fermes quasiment de bienfaisance, c'est pour aider la communauté avec du travail. Et dès 1908, nous sommes bien avant la date de 1917, nous avons des textes, et notamment il y a un texte exceptionnel d'un cheikh qui a fait partie un peu de ce qu'on appelait l'Annahda, donc le grand mouvement des réformes, qui est le cheikh Taji al-Farouqi, qui est d'ailleurs l'auteur des paroles de l'hymne national palestinien, et qui écrit de Tripoli, au nord du Liban, un texte dans lequel il dit le sionisme, il n'y a pas encore Balfour, donc ni l'appel à un État juif. Le sionisme est un mouvement qui vise à nous déposséder de notre langue et à nous rendre étrangers à nous-mêmes. 1908. Donc il y a déjà une sensation très forte que la Palestine, contrairement à ses zones frères, va entrer dans une histoire particulière. Parce qu'il n'y a pas de mouvement sioniste qui va aller s'installer à Damas, ni à Bagdad, ni à Beyrouth, ni au Caire. Il n'y a pas l'idée du remplacement. Et là, ça va énormément marquer la culture. Ça va être un thème prépondérant pendant toute la période qui va précéder 1948 sur le plan culturel. Et ce thème est mélangé à un deuxième thème,
qui est antérieur, mais qui va devenir extrêmement intéressant par rapport au sionisme, qui est que cette terre, qui est la Terre Sainte, est plurielle. Puisqu'il y a un mouvement qui dit « nous allons fonder l'État des Juifs ». Et quand vous dites l'État des Juifs et non pas l'État juif, l'État des Juifs signifie l'État des seuls Juifs. Et vous avez donc toute la période mandataire jusqu'en 1948 une très grande production qui est, le combat contre les Britanniques, le mandat britannique, le mouvement sioniste, et également une très belle production, d'ailleurs qui est aujourd'hui en danger avec l'émergence des mouvements fondamentalistes, que cette terre, son identité, c'est sa pluralité, parce que c'est la Terre Sainte. Vous savez, c'est une terre très très étrange, hein, qu'on soit laïque ou pas, qu'on soit athée ou pas. C'est le seul territoire de la planète qui est saint pour les trois monothéismes en même temps. C'est très lourd. La deuxième chose, c'est que très souvent on confond les lieux saints et la Terre Sainte. Lourdes est un lieu saint, la France n'est pas une Terre Sainte. La Palestine a des lieux saints et elle est elle-même Terre Sainte. C'est-à-dire qu'elle sanctifie tout. Ce n'est pas simplement le tombeau du Christ ou l'esplanade des mosquées ou le mur, c'est toute la terre qui sanctifie. Et vous voyez la pesanteur d'une telle chose. Hein. Et donc un rapport très particulier aux histoires de la religion et ainsi de suite. Donc vous avez toute cette thématique qu'on va trouver très forte dans la culture et qui sera très exprimée dans la poésie nationaliste. Que nous sommes les trois religions face au danger qui veut nous rendre étrangers à nous-mêmes. Et nous arrivons jusqu'en 1948. En 1948, il y a une disparition et non pas une occupation. Le pays est noyé, il disparaît. Ilan Halevi, qui n'est plus parmi nous, hélas, avait trouvé une très belle formule qui était un pays recouvert par un autre. Et nous qui avons vécu 1948, nous l'avons vécu comme une noyade, une disparition, pas une occupation. Or, qu'est-ce qui se passe en 1948 fondamentalement? On efface les noms, N-O-M. On dit Palestine, ça n'a jamais existé, Palestinien, ça n'existe pas. Quand vous effacez les noms, vous rendez les victimes invisibles. Ce n'est pas simplement que vous leur prenez leur nom pour le masquer et le recouvrir d'un autre. Et vous savez, en 1948, le premier acte de Ben Gurion, après l'annonce de la proclamation de l'État, a été de constituer un comité des noms, formé de 5 soi-disant grands spécialistes, historiens et philologues, avec la mission de modifier la totalité des noms du lieu dans les plus brefs délais. Tout a été modifié, du plus petit sentier à la clairière, tout. Et dans l'ordre de mission de Ben Gurion, il dit, bon, bien entendu, il faudrait trouver des noms à connotation hébraïque qui fassent penser que ces noms s'appellent ainsi depuis la nuit des temps. Donc, cette culture fait face, ça c'est un des éléments, fait face à une tentative d'effacement culturel. Face à cela va naître une nouvelle forme d'expression. Elle a un ouvrage fondateur extrêmement intéressant, bien qu'il paraisse à première vue tout à fait un peu ennuyeux. Il est énorme, c'est un ouvrage de plusieurs milliers de pages. Il a été conçu par un homme de Jaffa qui s'appelait Mustafa Mourad Dabbar, qui s'est retrouvé réfugié palestinien à Beyrouth. Dabbar fait un petit récit absolument mythique de la naissance de son ouvrage. Son ouvrage s'appelle Biladouna Filastin. Et pour ceux qui connaissent l'arabe, chez les Palestiniens, quand on dit al-balad, c'est-à-dire au singulier, c'est le lieu natal. Par exemple, moi je peux dire Baladi Haïfa, c'est ma ville natale. Quand on passe au pluriel, Biladouna, ce n'est pas les pays, c'est la patrie. C'est l'ensemble de tous les lieux natals, ou nataux, je ne sais pas quel est le pluriel. Donc le livre s'appelle Biladouna Filastin. Il raconte que ça faisait des années, ce qui n'est pas vrai, qu'il était en train de préparer cet ouvrage énorme, et que quand Jaffa est tombé, son cousin est venu lui dire « Écoute, vite, la ville tombe, il y a des massacres, il va falloir qu'on parte », qui se retrouve dans une espèce de felouk que son cousin avait loué
pour partir vers le Liban, et que la seule chose à laquelle, c'est très intéressant ce récit, la seule chose à laquelle il avait pensé, qu'il fallait qu'il garde, qu'il ne fallait pas qu'il laisse dans sa ville, c'était son manuscrit. Donc il dit, je suis avec mon manuscrit, je le tiens, c'est ma vie, c'est le travail de ma vie, et tout d'un coup il y a une tempête, ce qui n'est pas vrai, ça s'est passé en avril et mai, la mer n'était, il n'y avait pas. Il y a une tempête, le marin qui conduit la barque nous dit, il va falloir vous délester, sinon nous allons tous couler. Il fonce vers moi, m'arrache mon manuscrit et le jette à la mer. Et ainsi, mon manuscrit a disparu comme ma terre. Il arrive au Liban et c'est là qu'il se met à écrire. Alors qu'est-ce que c'est que ce premier livre? Il va énormément marquer. C'est un inventaire, mais obsessionnel, de tout ce qu'il y avait dans le lieu. Ça va des arbres fruitiers, aux sentiers, aux populations, tout. C'est un inventaire fabuleux de ce qu'il y avait qui a disparu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la noyade? Je vous donne ce récit qui est fondateur parce qu'il va beaucoup marquer après, dans l'exil, toute une littérature qui est celle des lieux perdus. Parce que les gens ne sont pas perdus, les gens sont partis. Et ces exilés d'un type nouveau, qui ne sont pas en terre étrangère, hein, ils sont dans la langue arabe, ils sont chez leurs frères. Il n'y a pas de dépaysement dans l'exil palestinien. Par contre, la terre a disparu. Et il y a donc toute une littérature, c'est un des thèmes fondamentaux, qui est celle que nous allons la garder telle qu'elle, parce qu'un jour, nous allons la ramener intacte, telle que nous l'avons laissée, pour la reposer à sa place. Donc, ces exilés deviennent des porteurs de pays, pas simplement d'identité. Ils transportent un pays perdu. Ça, c'est un des thèmes fondamentaux à cette période dans la culture palestinienne. Et puis, il y a un triangle qui va naître à ce moment. Ce triangle est formé de trois types de personnages, et d'ailleurs qui très vite prendront un peu les traits de trois personnes réelles. Il y a le combattant, l'intellectuel et le poète. Le combattant prendra très vite le visage d'Arafat, l'intellectuel prendra très vite le visage de Saïd, et le poète celui de Darwish. Et ils ont trois fonctions absolument indissociables. La lutte, la poésie, c'est-à-dire l'âme de ce peuple, et la défense, l'illustration et la défense de la cause qui est confiée aux intellectuels. Donc les intellectuels deviennent dans leurs écrits également des gens qui sont dans la plaidoirie, pas seulement dans la recherche. Il faut qu'ils prouvent. Dans les premiers temps, cette production qui a d'énormes répercussions dans le monde arabe, comme l'a dit Alain, c'est une question, c'est le point focal, hein, c'est la caisse de résonance de tout ce monde. Mais ces trois discours, parce qu'il y a le discours du guerrier, le discours de l'intellectuel, le discours du poète, se heurtent à une surdité du monde. Ils sont inaudibles. Moi, j'ai été extrêmement amusé quand Benny Morris, en 88, commence à faire le récit de 48. Des gens qui arrivent comme ça, absolument angéliques, en disant « mais c'est formidable, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas déjà vous-même raconté ?» Ça faisait 20 ans qu'on le racontait, mais personne ne l'entendait. Il a fallu qu'un membre des vainqueurs dise « voilà ce qui s'est passé » pour qu'on commence enfin à daigner écouter les vaincus. Mais le récit de cette période, il n'y a jamais eu d'arrêt de production, jamais. Mais il est vrai également que dans le dernier point par lequel je voudrais terminer, et il est vrai que pendant cette période, et c'est assez intéressant à souligner, dans cette culture-là, il y a eu quasiment une prépondérance exclusive du poème par rapport à la prose. Bien sûr, les essais et les études et les recherches étaient en prose, mais je parle de la littérature romanesque. Il y a une production, mais elle est très très petite. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que les quelques grandes œuvres qui arriveront les premières en prose viendront surtout de chez les Palestiniens qui n'avaient pas été chassés de chez eux. Ce n'est pas par hasard qu'un des livres fondateurs est quand même le Saïd Abou Nahs de Émile Habibi.
Parce qu'eux étaient restés dans le lieu, c'est-à-dire dans la possibilité de la prose. L'exil ne facilite pas la prose. Cela dit, il y a beaucoup d'exilés qui ont écrit des choses en prose magnifiques, donc ce n'est pas une règle. Mais dans le cas palestinien, ça a été le poème. Le poème, le poème, le poème, avec l'idée du retour. Et là, j'arrive à un dernier point pour laisser le temps un peu pour le débat. La question du matériau romanesque. Vous savez, dans les récits de l'expulsion, il y a une matière, mais vertigineuse. Et ça, je vous le dis parce que les exilés se les racontent. Pour des écrivains, pour des romans, mais une multitude. Vous n'imaginez pas le matériau qu'il y a dans cette épopée de ce peuple qui est chassé de lui-même. Il y a des histoires à dormir debout et qui peuvent être un matériau miraculeux pour des romanciers. Nous n'avons pas pu les écrire. Nous commençons à les écrire. C'est très étrange. Tant que nous n'étions pas rentrés, nous n'étions pas capables de raconter comment nous étions sortis. Car dans la situation des victimes, il y a toujours un facteur de honte. La honte d'avoir été battu, la honte d'avoir été mis à la porte. Les victimes ne parlent pas, vous avez dans tous les cas ce type de récit. Et les victimes sont toujours deux fois victimes. Une fois par ce qu'elles subissent, une fois également parce qu'il est très rare qu'on les croie d'emblée. Je crois que les rescapés de l'Holocauste ont beaucoup de choses à dire sur ce thème. Les femmes violées également ont beaucoup de choses à dire sur ce thème. Il n'y a pas de victime qui soit victime une fois par le même acte, et les victimes toujours plusieurs fois par un seul acte. Ces victimes n'arrivaient pas à parler. Il fallait qu'elles reviennent pour pouvoir dire, maintenant qu'elles étaient revenues, comment elles étaient sorties. Et comme par hasard, nous avons commencé à avoir maintenant des textes formidables sur la sortie, mais ils sont écrits par des gens qui enfin ont pu revenir. Il y a donc là un matériau très intéressant. Parallèlement à cela, il y a tout un développement maintenant d'écrits par des jeunes auteurs, beaucoup de romancières. D'ailleurs, dans le cinéma, il y a le même phénomène. Nous avons de plus en plus de cinéastes femmes. Et c'est ça également une chose qu'il faut absolument souligner et qui est formidable sur le plan culturel. Mais qui est un mouvement d'une vitalité tout à fait étonnante. Peut-être que vous avez vu certains des films dernièrement dans la semaine. Il y a des choses surprenantes, parce que quand même, c'est un quotidien de cauchemar. Hein. Arriver avec cette vitalité, cette fraîcheur et cette force de vie de continuer à produire, c'est assez formidable. Et dans tout cela, aujourd'hui, nous avons de nouvelles tendances qui commencent. Il y a quelque chose qui est en cours de gestation. Pour terminer, dans tout ce tableau, il y a une forme très intéressante que vous trouverez, mais vraiment qu'on retrouve un peu partout dans et le cinéma, et la nouvelle, qui est l'autodérision. C'est une littérature extrêmement tournée vers l'autodérision. Donc, cette espèce d'humour qui est un peu à la limite entre les yeux mouillés et le fou rire. Toujours entre les deux. Et je crois que c'est une forme extrêmement supérieure d'humour, celle-là. Je crois que c'est la plus belle. Et cela est né des exils. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls exilés qui ont développé l'autodérision, il y en a eu d'autres dans d'autres peuples. Juste un mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, pourquoi ils sont partis. Pourquoi nous sommes partis. J'ai fait partie de ces convois. Nous sommes partis parce que nos parents étaient convaincus qu'ils allaient rentrer quelques jours plus tard. S'ils avaient su, ne serait-ce qu'une seconde, que celui qui sort ne revient pas, on se serait tous fait massacrer. Ils sont partis. Et après, j'ai posé cette question systématiquement à des réfugiés de partout. Je l'ai posée à des réfugiés de la retirada espagnole, de Franco, de partout. Pourquoi vous êtes partis? Tous me disent, mais tu sais, on était convaincus que c'était l'affaire d'une semaine et qu'on allait rentrer. C'est une chose très importante à savoir. Les gens ne quittent pas comme cela les lieux, même s'il y a des massacres. Ils sont partis en se disant on allait pouvoir rentrer. Voilà, je m'arrête pour la cinquième.
Un grand merci, Elias, pour cette dernière intervention qui ouvre un nombre de perspectives absolument fabuleuses et je pense qui est très, très... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que dans ce que tu as dit, il y a énormément de choses qui font réfléchir et qui peuvent permettre justement de parler, de réfléchir à ce qui se passe de façon tout à fait différente de l'approche que l'on a simplement, qui n'est pas réductrice, qui est importante, mais politique. Et je pense que ce que tu viens de nous dire est absolument essentiel dans la vitalité de cette culture palestinienne. Et c'est vrai qu'on a eu la chance ces derniers temps de voir beaucoup de films, et je crois que c'est aussi un témoignage extrêmement important de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il nous reste 6 minutes. Je vous propose de prendre peut-être 3-4 questions, et puis voilà, le temps est compté, mais on va essayer quand même au mieux de pouvoir répondre à quelques-unes de vos interrogations. Donc, on va vous donner le micro parce que c'est enregistré, donc il faut absolument parler. Je vais demander de faire des interventions très courtes si on veut prendre 3-4 questions. Oui. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-moi, j'ai des difficultés, mais enfin, la question c'est surtout les points stratégiques de la zone. C'est pour la domination de matières premières. La première des choses, d'après moi, la résistance et le soutien à l'occupation, c'est les multinationales. À la tête, les multinationales américaines. Et c'est ça. C'est comme le programme d'Arafat, et l'actuel qui a diminué, c'était un programme progressiste. Ça veut dire que l'argent, il ne consentit pas la situation. Et c'est pour ça que l'affaire, la situation, les points stratégiques jouent un rôle déterminant. Et qu'est-ce qui se passe? Bon. Quelle est votre question, monsieur? Parce que là, c'est plus un commentaire. La situation actuelle, c'est 2003, la paix américaine et les conséquences de la guerre dans toute l'Europe. Plus d'un demi-million d'Irakiens qui sont morts. La situation en Syrie et en Europe, on suit les conséquences. Et je pourrais aborder d'autres choses, mais enfin, je m'arrête. Merci. Et pas une question. Alors, on va prendre la question là, monsieur. C'est une question que vous avez à poser. Bon, attendez le micro, parce que comme c'est enregistré, sans micro, ça ne peut pas... Est-ce que ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, les crises, etc., notamment les derniers développements Arabie Saoudite et pays du Golfe, est-ce que ça va encore aggraver ce qu'on dit entre guillemets la question palestinienne? Merci. Madame, vous avez un micro là-haut. Oui, absolument. Ça sera très court et c'est une question un peu provocante, puisque on sait que l'autorité palestinienne n'a plus aucun pouvoir et n'en a peut-être même jamais eu. Pourquoi finalement l'autorité palestinienne ne s'auto-dissout pas? Merci. Oui, allez. Oui, après. Donc c'est un écho à l'intervention d'Alain Grèche, donc sur la politique de la France par rapport à Palestine et Israël. Qu'est-ce qui se dessine selon vous au niveau du gouvernement actuel, malgré le peu de recul qu'on a? Alors, qui veut commencer à répondre? Elias, tu fais une première réponse et après, on vous donnera chacun la réponse. Je suppose qu'on va répondre à tour de rôle. Sur la première question, je pense que les conséquences fondamentales, il ne faut pas l'oublier, même si la Palestine est un élément, un point focal une espèce d'épicentre, comme lorsqu'il y a des tremblements de terre, un épicentre qui dure depuis des décennies. C'est absolument vrai, mais il y a également le fait qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est le plus inquiétant, les conséquences désastreuses de la situation arabe ou des situations arabes sont surtout désastreuses pour nos pays frères, pas pour la Palestine quand même. La Syrie est un pays qui est quasiment en voie de disparition. C'est infiniment plus grave que les conséquences que cela aurait pour la Palestine, et je peux faire toute la liste. Nous sommes dans une période désastreuse par rapport à notre monde,
Ce n'est pas simplement la Palestine. Et personne aujourd'hui ne pourrait, de façon sérieuse, dire quel est le paysage qui nous attend lorsqu'un peu les brumes de ce que nous voyons se seront dissipées. Personne ne peut le dire. Mais il est certain que le désastre est général. Et aujourd'hui, la Palestine est dans une situation de blocage, ainsi de suite, l'occupation perdure, etc. Mais il n'est pas sûr que la situation demeure également en Palestine un peu en retrait de ce qui se passe. À un moment, il se peut que cette vague, cette déferlante de secousses y arrive. Donc, il faut voir. Hein. Moi, je ne fais aucun pronostic, mais il est certain que ce sont des temps d'inquiétude énormes, et pas simplement pour la Palestine. C'est des temps de grande peine par rapport à ce qui est en train d'arriver à nos frères arabes. Là, pour ce qui est de la question que vous pensez provocante, elle n'est pas provocante du tout. Je vais vous expliquer très très vite pourquoi elle est, hélas, parce que moi j'aimerais bien que ça puisse se faire totalement théorique. D'une part, ce n'est pas vrai que l'autorité n'a pas de pouvoir. Elle a du pouvoir, mais peut-être qu'il ne convient pas à certains, ce qui est leur droit. Mais elle a du pouvoir. Mais la question n'est pas est-ce qu'elle est sans pouvoir ou elle est pouvoir. Elle est dans une impasse. Sauf que se saborder, est très attrayant du point de vue du concept. Et on se dit, et comme ça, on mettrait l'occupant dans l'impasse. Sauf que, parallèlement à ce sabordage, vous avez 188 000 salaires mensuels, c'est-à-dire à peu près 190 000 familles qui vivent de ces salaires et qui disparaîtraient. Vous avez tout un système de santé, on ne sait pas ce qu'il deviendrait. Vous avez tout un système scolaire. Vous savez, dans cet univers de cauchemar, nous avons eu l'an dernier les meilleurs résultats de l'équivalent du bac du monde arabe. Donc il y a des choses qui marchent. Et quand vous êtes dans une autorité, quel que soit le qualificatif qu'on lui donne, vous devez réfléchir à 10 fois avant de laisser votre peuple dans ses problèmes. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Ça serait extrêmement utile de le faire. Mais la question du coût, combien ça coûterait par rapport au peuple de Palestine, pas par rapport aux Israéliens, est une question très très complexe. Très complexe. Et peut-être qu'il y aurait même des révoltes palestiniennes contre l'autorité si l'autorité se dissolvait. Pas parce qu'on adore l'autorité. Mais quand on se dit, bon, maintenant que vous avez négocié, que vous avez été dans l'impasse, que vous dites, voilà, on est dans l'impasse, vous dites, bon, salut, au revoir. Vous nous larguez, vous nous laissez seuls en scène. Et il y a cela aussi dans l'histoire de l'autodissolution. Vous laissez le peuple seul et vous dites, bon, ça y est, j'ai échoué, au revoir. Non. Vous assumez quand même. Bon, et j'ai oublié quelle est la dernière question. Qatar, Arabie Saoudite et du coup la Palestine. Là le conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ah oui. Oui. Là, écoutez, pour moi, ma réponse est également celle que j'ai faite à notre premier ami là. Ouais. C'est exactement je vous répondrai la même chose, donc je ne vais pas prendre du temps, je passe le micro à Alain. Oui, deux choses. Une, on n'est pas obligé de répondre chacun à toutes les questions. Donc, juste sur l'autodissolution, il y a un autre argument. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. D'abord, c'est un débat qui concerne les Palestiniens. Et je veux dire, moi, je suis toujours un peu réticent à l'idée qu'ici, de nos bureaux, on leur dise, écoutez, c'est ça la bonne voie à suivre ou pas la bonne voie. Mais il y a un élément diplomatique qu'il faut prendre. L'autorité et la Palestine est reconnue par 180 États. C'est un des grands acquis de cette période, malgré toutes les défaites, c'est le fait d'avoir remis la Palestine sur la carte diplomatique internationale. Et dans ce cadre, je dirais, le retrait signifierait sans doute la rupture avec beaucoup de pays. C'est-à-dire, il faut aussi prendre ça en compte. Alors, d'une certaine manière, c'est-à-dire, moi je suis convaincu qu'il y a une très grande lâcheté de la communauté internationale, et pas seulement des Américains, des Israéliens, je veux dire, que ce soit les Russes, que ce soit les Indiens, les Chinois, etc. Personne ne fait pression pour faire avancer la question palestinienne. Mais en même temps, est-ce que les Palestiniens doivent se débarrasser de cet acquis ? En tous les cas,
C'est pas simple. L'autre chose, c'est sur la position, sur ce qui va se passer demain en France. Bon, d'abord, personne ne sait vraiment ce qui va se passer parce qu'on est vraiment dans une situation inédite avec un système politique qui a implosé. Moi, je crois beaucoup. Enfin, je pense que rien n'est écrit à l'avance. Je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas écrit que qu'est-ce que va faire ce gouvernement. Ça dépend aussi des luttes politiques. C'est sûr que la Palestine n'est pas au centre des débats politiques français. Mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité qui est la nôtre. C'est comment on peut faire évoluer une opinion qui, c'est vrai, est confuse par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que, je veux dire, c'est difficile pour un citoyen lambda d'essayer de comprendre ce qui se passe en Palestine. Mais en même temps, je crois qu'il y a l'argument qu'on peut avancer avec force, qui est de dire il y a une question d'occupation, il y a une question de droit international. On n'est pas moi, je dis toujours, je ne suis pas pro-palestinien. Je suis pour le droit international. Et la France veut être le porte-parole du droit international, et elle le dit. C'est là-dessus qu'il faut faire pression. Mais on est dans une situation mouvante, et cette situation mouvante devrait nous encourager à se dire on peut faire pression. C'est-à-dire on va être face à des tas de députés qui n'ont aucune opinion sur la question. Enfin, non, mais c'est vrai, ils n'ont aucune opinion sur beaucoup de choses, visiblement. Mais je crois que c'est important de dire ça. Mais c'est important aussi de dire qu'il faut rompre avec les deux mandatures précédentes qui ont été quand même catastrophiques de ce point de vue. Avec cet argument extraordinaire qu'a avancé Sarkozy, c'est pour avoir une influence, il faut être ami avec les Israéliens. Alors, à la fin de son mandat, il a reconnu que Netanyahou est un menteur et que ça ne marchait pas, mais Hollande, exactement dans la même chose. Alors, si on avait voulu être ami avec les Israéliens, jamais la France n'aurait joué le rôle qu'elle a joué dans les années 80. Mais ça, ça dépendra encore une fois de nous et de notre bataille politique. Merci beaucoup Alain. Je vous donne la parole de 2 minutes chacun, vraiment. Oui, pour revenir sur cette question, sur la raison pour laquelle l'autorité ne se dissout pas. Il y a plusieurs raisons qui ont été effectivement avancées. Elle a peu de pouvoir, je n'ai pas dit qu'elle n'en avait pas, j'ai dit qu'elle en avait peu, et elle a en particulier celui d'incarner l'État en devenir. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle refuse de rendre les clés aux Israéliens, parce qu'elle a un droit, celui d'incarner cet État, et elle a un droit qui est reconnu par la communauté internationale, et à cet égard, il n'y a aucune raison qu'elle renonce à ses aspirations nationalistes. Donc ça, c'est peut-être l'une des raisons. La deuxième raison, c'est effectivement que si elle se désengage, il faudra ensuite prendre la mesure de cet acte, notamment avec le paiement des fonctionnaires, parce que je l'ai dit aussi, elle a quand même développé une structure d'État qui existe, avec des fonctionnaires qui sont payés et qui permettent de nourrir effectivement de nombreuses familles palestiniennes. Et donc se retirer, c'est aussi prendre le risque donc de laisser une grande partie des foyers palestiniens sans salaire. Alors c'est un pari, il me semble. Abbas avait fait cette déclaration en 2014 sur la coopération sécuritaire en disant bon, si vous voulez vraiment vous occuper des affaires sécuritaires, on en a marre de s'occuper pour vous des affaires sécuritaires alors même que notre sécurité à nous n'est pas assurée. Donc si vous voulez vous en occuper, on arrête nous de s'occuper pour vous de la sécurité et vous vous en occuperez vous-même. Bon, ils ont même acté ça dans le Conseil central de l'OLP en 2014 et dans les faits, il se trouve qu'ils peuvent pas décemment, enfin, disons, ils vont se confronter à des réalités qui peuvent être vraiment très graves. Donc, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils ne peuvent pas rendre les clés comme ça aux Israéliens et ils ne peuvent pas non plus renoncer à leurs aspirations nationalistes qui sont reconnues par le droit international. Rapidement, juste pour dire que je rejoins tout à fait les mêmes avis qui ont été exprimés. Juste, quand on parle de la dissolution de l'autorité palestinienne, à part les questions pratiques, c'est-à-dire les salaires, etc., enfin les questions vraiment de tous les jours en Palestine, il ne faut pas aussi croire que Israël va prendre vraiment en main les choses. Enfin, vu la lâcheté internationale, déjà, la non-application de droit international, on a du mal à imaginer comment Israël va prendre en main les choses et gérer aussi en tant que force occupante, bien évidemment.
Alors oui, tout à fait, ce sera vraiment une question très très difficile. Dans les faits, c'est pas, même si on n'a pas de perspective de solution à ce qui se passe, mais ça reste vraiment de l'imaginaire. Merci. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette table ronde.